Au cœur de la cordillère des Andes, le Pérou et la Bolivie se partagent l'un des sites les plus sacrés d'Amérique latine, le lac Titicaca. C'est le plus haut lac navigable du monde. Ce n'est pas la première fois que je viens sur ces rives boliviennes. Et à chaque fois, la même sensation m'envahit. Nous sommes ici à plus de 3800 mètres d'altitude. À cette hauteur, on a le souffle un peu court. Mais ça vaut vraiment le coup, parce que le paysage qui s'ouvre autour de moi est tout simplement fantastique. Cet immense miroir d'eau, grand comme la Corse, est surtout connu grâce aux Incas. Au XVe siècle, ils en ont fait le berceau de leur civilisation. C'est ici que le soleil serait né. Pour eux, ce lac est donc un lieu sacré. Un sanctuaire où pêche et navigation sont interdites, sauf pour les pèlerinages. Mais sous l'eau, l'archéologue Christophe Delard est en train de mettre au jour une autre histoire. Celle d'une grande civilisation qui a vécu autour de cette mer intérieure et que les Incas ont ensuite éclipsée, les Tiahuanaco. Au lac Titicaca, avant chaque campagne de fouilles, les archéologues doivent se plier à un rituel. Christophe Delard est l'un de mes anciens étudiants. Il m'a convié à cette cérémonie. Bonjour Peter. Salut Christophe. Je suis content de te voir. Moi aussi, ça fait un bout de temps. Bienvenue. Je t'invite à venir avec nous. Martial, SOS Peter. Martial Medina co-dirige les fouilles avec Christophe. Je t'invite à venir ici. Là, pour le moment, on fait une offrande. Et avant de commencer, il t'invite à prendre 3 feuilles de coca. Dedans, et te les poser ici. Les 3 plus belles feuilles de coca. Cette cérémonie, elle est consacrée à quoi? Alors, c'est très simple. À l'heure actuelle, le lac, c'est considéré comme une église, c'est un lieu sacré. Et donc, évidemment, nous, on est un peu intrusifs. Et avant d'accéder, avant de plonger, de commencer littéralement le travail archéologique, avec la permission de la communauté, on a commencé une offrande. En gros, le maestro demande l'autorisation aux dieux pour commencer le travail. Dime, Marcial, ¿eso se hace cada vez que se empieza una investigación, una excavación aquí alrededor del lago? Oui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus généralement, dans tout le monde andin, à chaque fois que l'on touche à une terre qui est sacrée, il faut lui demander la permission. Quel que soit le projet, il faut faire un rituel. Cette cérémonie va durer plus d'1 heure. Le maestro prépare une offrande. Chacun à notre tour, nous devons la bénir, avec du vin. Derrière nous, le rituel est en train de se terminer. Les fouilles vont pouvoir commencer. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qui t'a amené ici? Quelle est ton enquête? Jusqu'à présent, on considère ce lac comme un lac sacré, le lac des Incas simplement. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'avant les Incas, pendant plus de 5 siècles, il y a une grande culture, Tiahuanaco, qui s'est développée sur tout le pourtour du lac. Donc ici, littéralement, les objectifs de la recherche, c'est étudier cette culture et surtout comment ils ont utilisé ce lac. Donc c'est la relation entre cet espace énorme et la culture Tiahuanaco qui est finalement très peu connue. Cette civilisation ne connaissait pas l'écriture. Elle a donc laissé très peu d'informations. Mais les archéologues ont pu déterminer qu'elle s'est épanouie sur les rives du lac entre le 5e et le 11e siècle de notre ère. À son apogée, au 10e siècle, son influence s'étendait du sud du Pérou au nord du Chili. Pour de nombreux spécialistes, il s'agirait du premier empire andin.
Sur les bords du lac Titicaca se trouvait leur capitale, Tiahuanaco. Christophe m'y emmène, car c'est là que son enquête a débuté. Quand il était encore étudiant, il a participé à un chantier archéologique dans cette capitale. Les archéologues ont dégagé ce vaste complexe où se tenaient des cérémonies religieuses. Ils ont mis au jour plusieurs structures, dont une pyramide et un temple semi-souterrain. Ici, l'architecture est massive. La porte du soleil, sculptée dans un seul bloc de pierre, pèse 10 tonnes. Elle est ornée de la figure principale du panthéon Tiahuanaco, le dieu au bâton. Je me souviens, en 2007, les premières fouilles que tu as menées, c'était à cet endroit-là. Exactement, oui. C'était au pied de la pyramide. Et en 2007, donc, j'ai eu l'opportunité de travailler avec une équipe bolivienne. Et c'était l'année où ils avaient dégagé la base de la pyramide, la fondation. Et on peut d'ailleurs encore voir les 3 premiers niveaux. On peut monter jusqu'à 5, parce qu'on a encore les fondations des différentes plateformes qui constituent justement cette pyramide, qui devait avoir entre 7, 8 niveaux. Et qu'est-ce que ces grands monuments qui nous entourent là, et les fouilles qui ont été menées, nous apprennent sur les Tiahuanaco? Premièrement, ces monuments nous indiquent que c'était une société complexe. Pour construire des édifices de cette taille, il faut vraiment, on va dire, une synergie, une organisation très stricte. On a des blocs qui font plus de 30 tonnes, donc déjà qui étaient importés de carrières qui sont fort éloignées. Donc il y a un coût énergétique, on va dire, très 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 fort. Donc une main-d'œuvre très abondante. Une main-d'œuvre abondante. Il faut vraiment imaginer que durant la période Tiahuanaco, en fait, on est dans le cœur d'une cité avec une population assez dense, presque 50 000 habitants, et qu'en fait, tout autour, c'était très vivant, c'était très animé. Grâce aux fouilles auxquelles Christophe a participé, on sait désormais à quoi ressemblait cette cité à l'apogée des Tiahuanaco. Au cœur se trouve le centre religieux, avec la pyramide et les temples. Il était ceinturé par une ville dense, construite en briques de terre crue. Tout autour de cette ville, les archéologues ont découvert les vestiges de champs cultivés. Les Tiahuanaco étaient de prospères agriculteurs qui tiraient leur richesse de la terre, très fertile, grâce à la proximité du lac. Ça, c'est paradoxal parce que toutes les données indiquent que c'est une culture de la terre. Donc avec l'agriculture intensive, ils avaient des grands troupeaux, donc c'était vraiment leur richesse. En parallèle de ça, toute la culture s'est développée vraiment sur le pourtour du lac, avec des sites relativement proches. Et donc à un moment, ma question, c'est n'a-t-elle pas développé, on va dire, des pratiques liées à un lac, la navigation, les espaces portuaires, et que pour vraiment comprendre l'identité de cette culture, il fallait rajouter ce facteur, ce paramètre lac, on va dire, dans l'équation de la culture. Alors, pour savoir si ce peuple de la Terre était aussi un peuple du lac, Christophe a décidé, après ses fouilles ici, de passer son diplôme de plongeur professionnel. Quel rapport les Tiahuanaco entretenaient-ils avec cette mer intérieure? Christophe est convaincu qu'il y a dans le lac de quoi mieux les comprendre. Ces fouilles sous l'eau s'inscrivent dans une tradition peu commune, illustrée par des scientifiques renommés. Le plus célèbre d'entre eux est le commandant Cousteau, qui explore le lac en 1968. Avec une équipe de plongeurs, il a mis au point une technique d'exploration qui utilise un matériel très perfectionné pour l'époque. C'est cette technique qu'il utilisera en Bolivie. Cousteau et son équipe plongeront au plus profond du lac. Mais ils n'y découvriront rien sur les civilisations précolombiennes, rien sur les Tiahuanaco. Dans les années 90, l'archéologue américain Joan Reinhardt décide de plonger moins profondément cette fois.
l'intuition est bonne. Il collecte des objets rituels datés de l'époque Tiwanaku, la preuve que cette civilisation a bien fréquenté ce lac. Mais à l'issue de ces fouilles, il estime qu'il n'y a plus rien à collecter. Peut-être y a-t-il d'autres vestiges prisonniers du sédiment. Mais il faudrait creuser. Une entreprise titanesque dans laquelle Johan Reinhardt ne se lance pas. Allez les gars, on y va. On est parti. On charge le bateau. Let's go. 20 ans plus tard, c'est ce défi que relèvent chaque jour Christophe et ses collaborateurs. Je dépose. Julien, je te passe la bouteille. Voilà. Ok. Christophe, tu te places dans les pas de grands explorateurs comme Cousteau, comme Johan Reinhardt. C'est un fameux challenge. Écoute, c'est un challenge. En même temps, ici, on essaie d'une nouvelle approche, simplement. Jusqu'à présent, c'était des plongeurs. Donc les plongeurs, ils ont un peu tendance à plonger. Ici, la grande différence, c'est qu'on a des techniques pour fouiller le sédiment. Et en fait, on creuse littéralement dans le sédiment. Donc tout ce qui a été ramassé, on va dire, en surface, en fait, à l'intérieur du sédiment, il y a encore beaucoup de choses. C'est ça, donc vous ne vous contentez pas de ramasser, de collecter des objets sur le fond, vous faites de la véritable archéologie subaquatique. Absolument. Ça va secouer quoi. Ouais. Aujourd'hui vous continuez. Bah là on va rester sur le 9 et le 10. Ouais, 9, 10. Ouais. Christophe dirige une équipe d'une dizaine de plongeurs. Je suis impressionné par l'organisation et la rigueur qu'exige un tel chantier. En effet, fouiller ce lac n'est pas sans risque. J'imagine que plonger comme ça, à 3800 mètres d'altitude, ça réclame des précautions particulières. Absolument, notamment au niveau des paliers de décompression. Pour donner un exemple très simple, par rapport à la Méditerranée, quand on plonge à 10 mètres, ça correspond à 20 mètres ici. Donc les protocoles de sécurité sont plus importants. Et puis, il fait très froid là-dedans, non? Il fait froid, l'eau est à 12 degrés, donc en général, on tient 1 heure, 1h15. Et voilà, tout ça, dès qu'on a froid, on remonte. Ils ont transposé sous l'eau un protocole de fouille terrestre. Même matériel, même méthode. Les plongeurs retirent donc le sédiment à la recherche de vestiges. Ils peuvent creuser jusqu'à 2 mètres de couche sédimentaire dans chaque sondage. Grâce à cet aspirateur, qui rejette les déchets dans un tamis, les archéologues peuvent récupérer les objets de petite taille. Aujourd'hui, rien pour Christophe. En revanche, dans le sondage d'à côté, son collègue a plus de chance. Dans le sédiment, il fait une découverte rarissime. Un toupou. C'est une épingle à tête plate utilisée pour fermer un vêtement. Un accessoire typique du répertoire Tiwanaku. Retrouver un tel vestige, quasi intact, est exceptionnel, car le métal se conserve généralement très mal. Cette découverte donne le sourire aux archéologues. Dérangé m'a dit sous l'eau. Moi je fais. Oh là là, un authentique toupou. Un authentique. Mais une fois qu'il sera traité, il n'est pas impossible que des décorations apparaissent. Hein, de l'expérience que j'ai de ce genre d'objet. À voir. Vous en avez trouvé des décorés déjà ici? Non. À Ponco, on a trouvé juste ça. Ah ouais. Non, parce que celui-là, il est quasi complet, quoi. Quasi. Ouais, c'est pas mal. C'est super. Ce toupou a-t-il été perdu? Ou a-t-il été jeté intentionnellement dans le lac?
Pour l'instant, les archéologues n'ont pas de réponse. Mais cet objet vient s'ajouter à tous ceux qui ont été découverts dans les autres sondages. En 3 campagnes de fouilles, Christophe et son équipe ont déjà exploré une dizaine de sites. L'un d'entre eux s'est révélé particulièrement riche. Koa. Les plongeurs sont tombés sur un nombre très important de vestiges, concentrés tous au même endroit. Des ossements de lama. De la céramique. Ici, un vase à tête de puma, qu'on appelle encensoir. Il est quasi complet. Et puis des feuilles d'or. Il s'agirait d'offrandes. L'étude de ce matériel a permis d'en savoir plus sur la typologie des offrandes Tiwanaku et à qui elles étaient adressées. Ces objets ne sont plus en la possession des archéologues. Ils ont été remis à la communauté qui vit la plus proche de la zone de fouille et pour qui tout ce qui est extrait du lac est sacré. Christophe leur a demandé l'autorisation de me les montrer. Ils ont accepté. Buenas tardes, General hermano. Gracias por hospitalidades, hermano. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Con su permiso, vamos a abrir la cara, ¿no? Les vestiges sont gardés comme un trésor par le conseil du village. Alors je vais sortir en premier l'incensario, qui est l'objet le plus fragile. Allez, je te la montre en premier. Il est splendide, hein. Il est vraiment magnifique. Voilà, on en a trouvé une trentaine, mais c'est une pièce qui est particulièrement impressionnante. Et ça, c'est l'incensario, el titi. En langue aymara, Et ça, comme la cabeza de puma. titi signifie puma. Ça, c'est vraiment une forme typique de la culture Tiahuanaco, les incensarios, qu'on pourrait appeler encensoirs. Hein. Comment est-ce qu'on peut décrire cet objet et l'utilisation qui en a été faite par les Tiahuanaco? En fait, c'est un objet liturgique. Donc en réalité, pour faire une comparaison, c'est comme le calice d'un prêtre, par exemple. Et donc on peut imaginer un prêtre un peu comme moi, qui tenait son objet liturgique. Et la particularité, est-ce que tu le vois, c'est donc, en fait, c'est perforé jusque dans la gueule du puma. Il faut imaginer qu'il y avait du résidu, de la graisse animale qui brûlait, sans doute des plantes. Il faut vraiment visualiser la fumée qui sortait littéralement de la gueule du puma. Et on en a la confirmation, cet objet a été utilisé parce que sous l'eau, on a retrouvé des fragments de charbon, de matière brûlée à l'intérieur. En contexte d'offrande, ce n'est pas un objet isolé, il est associé à pas mal d'objets connectés. C'est ce qu'on appelle le kit d'offrande. Donc dans ce kit d'offrande, on a la céramique principale, on retrouve aussi des ossements de lamas juvéniles qui ont été sacrifiés, et surtout pas mal de petits objets dont au départ on a eu du mal un peu à identifier la fonction. Leur étude a permis pour la première fois de reconstituer les gestes de ces hommes. Dans l'encensoir, ils déposaient ces feuilles d'or en forme de puma. Celles-ci, perforées, étaient attachées sur un jeune lama sacrifié. Ces pendentifs étaient eux cousus sur une sacoche en tissu ou en cuir. S'ajoutaient de petits objets en coquillages et pierres précieuses dont on ne sait pas exactement où ils étaient placés. Le tout était déposé au fond du lac. Donc il y a un protocole d'offrande qui est assez strict finalement. Voilà, alors le protocole, c'est assez complexe, il y a tout le rite, il y a pas mal de données qui ont disparu, on ne connaît plus la musique, le nombre d'intervenants, etc. Par contre, on a le petit ornement
Alors, en métal précieux. Il y a des gravures là-dessus? Alors, absolument. En fait, il y a un motif de tête, tu le reconnais entre mille, c'est la tête du dieu au bâton. C'est à lui que les offrandes sont adressées. Avec ses larmes qui coulent et sa tête rayonnante, le dieu au bâton est la divinité principale du panthéon Tiwanaku. C'est lui qui orne la porte du soleil, présente dans le cœur religieux de leur capitale. Christophe en est désormais sûr. Les Tiwanaku entretenaient bien un lien religieux avec ce lac. À ce stade de l'enquête, le rapprochement avec les Incas est inévitable. On sait que pour ces derniers, le lac est totalement sacré et que seuls les rituels y sont autorisés. Alors, qu'en est-il pour ceux qui les ont précédés? Est-ce que les Tiwanaku ne pratiquaient ici que des rites? Une récente plongée vient de révéler une autre facette de cette civilisation étonnante. Christophe et son équipe ont mis au jour un agencement de pierre. Il s'agit d'un petit port. Si aujourd'hui il est immergé, c'est parce qu'il y a 1000 ans, le niveau du lac était beaucoup plus bas. Sous l'eau se cache donc l'ancien rivage des Tiwanaku. Donc après Koa, voici la zone de fouille 2014. À cet endroit, on a découvert un espace portuaire. Donc ici, on est en 2016. Donc on voit la morphologie du site. Il faut vraiment imaginer qu'il y a 1000 ans, le niveau du lac était 5 mètres plus bas. Donc littéralement, on a toute cette zone immergée à l'heure actuelle, mais qui était terrestre. Et ici, pour une fois, les archéologues ont sorti de l'eau des objets qui ne sont pas en lien avec des rites. Ici, sur ce site, on a par exemple cette petite pierre, qui est en fait une pierre de l'Est, qui était probablement associée aux activités de pêche. Ici, on a concrètement une petite pierre avec une rainure. Ah oui, on la voit bien là. On la voit super bien, hein, et qui devait être, on va dire, attachée à une corde et à un filet de pêche. Donc une activité méconnue, parce que est-ce qu'on parle de pêcheurs pour Tiwanaku? Pas beaucoup. Mais aussi, on a énormément de fragments de céramique, de type comme des petites jarres pour le maïs fermenté, la chicha, où on a des céramiques brûlées qui devaient correspondre à des sortes de marmites avec de la nourriture. Pour la première fois, on a des objets liés à des activités économiques. Mais si je te comprends bien, ça signifie qu'à l'époque Tiwanaku, le lac n'était pas seulement sacré, il servait aussi à toutes les activités quotidiennes. Exactement, et c'est ça vraiment qui change la donne, c'est que jusqu'à présent on perçoit ce lac comme un lac sacré, on pense aux offrandes. En fait non, à la période Tiwanaku c'était totalement différent. Par analogie, il faut vraiment penser que c'était une petite Méditerranée sud-américaine et qu'autour il y avait des ports, des activités, la navigation, des activités de pêche et qu'on est vraiment confronté à, on va dire, une occupation tout à fait distincte par rapport aux Incas. Ils avaient du sacré et du domestique et les Incas n'auront plus que du sacré. Absolument. Grâce aux travaux de Christophe et son équipe, ce peuple, que l'on croyait profondément terrien, se révèle aussi être un peuple du lac. Le Titicaca n'est désormais plus seulement associé au sacré, mais aussi à des activités économiques et commerciales. L'enquête de Christophe va se poursuivre, elle est pleine de promesses. Christophe, tu as fouillé 3 années ici seulement, et pourtant les résultats engrangés sont déjà très impressionnants. Quelles sont les perspectives de recherche pour le futur? Elles sont incroyables. Simplement, il suffit de regarder en face de nous. C'est un océan presque. On ne voit même pas la rive en face. Il y a presque 6000 km². Nous, par exemple, chaque mission, chaque année, on fouille plus ou moins 50 m² de superficie. Et donc les perspectives de recherche sont énormes. Sans doute plus de 3000 ans de recherche.